D'aussi loin que l'humanité s'en souvienne, ils sont venus du ciel, armés de sagesse et d'une technologie supérieure à la nôtre. Du moins, c'est ce qu'on dit. Leur vaisseau aurait été filmé de nombreuses fois, mais jamais de façon très probante. Et maintenant, ces extraterrestres sournois enlèvent des terriens pour leur faire subir des atrocités. Si l'on en croit les milliers d'Américains qui disent avoir été emmenés dans des ovnis. Ils sont affreux. C'est très humiliant. On leur prend du sperme ou des ovules, on leur implante des fœtus, on leur en prélève. Les scientifiques ne prennent pas au sérieux les témoignages d'enlèvement parce qu'ils ne sont corroborés par aucune preuve physique, et ce, parce que ça n'existe pas. Est-il vrai que des extraterrestres descendent sur notre planète pour se mêler de nos vies, ou même se croiser avec nous? Nous allons examiner les preuves d'apparition d'ovnis avec des convaincus et des sceptiques. On voit nettement un objet brillant à l'aspect métallique. Les gens qui croient aux ovnis et aux enlèvements extraterrestres sont influencés par la culture. C'est psychologique. Ils ne sont pas là-haut, mais là-dedans. À vous de trancher. Entre la science et le surnaturel, qu'y a-t-il au-dessus de nos têtes? Des vaisseaux extraterrestres sont en approche. Les tentatives pour établir un contact radio ont échoué. Nous devons nous préparer à l'attaque d'un ennemi inconnu. L'attraction-répulsion que nous inspirent les objets volants non identifiés et leurs pilotes extraterrestres dure depuis plus de 50 ans. Mais certains pensent que les aliens existaient bien avant les humains et qu'ils ont même aidé notre espèce à se développer. Sinon, comment expliquer les monuments de l'Antiquité, comme les grandes pyramides de Gizeh ou les gigantesques lignes de Nazca au Pérou qui ne sont visibles que du ciel? Et comment se fait-il que des Européens de l'âge de fer aient dessiné un humanoïde en combinaison spatiale? Ces créatures ont trouvé le moyen de descendre sur Terre. Elles sont peut-être plus intelligentes que nous. Il est possible que des extraterrestres soient venus aider les Égyptiens de l'Antiquité à construire les pyramides. Le problème, c'est qu'on n'en a pas la moindre preuve. L'idée que les humains ne sont pas assez intelligents pour avoir fait ça tout seuls est franchement insultante. Les chercheurs qui étudient les phénomènes associés aux ovnis, les ufologues, classent les rencontres rapprochées avec d'éventuels visiteurs de l'espace en 4 catégories. Les rencontres du premier type se définissent comme l'apparition d'un ovni à courte distance, sans preuve physique de son passage. Un contact inattendu dans le ciel du Mexique entre dans cette catégorie. En début d'après-midi, le 5 mars 2004, un appareil de surveillance de l'armée mexicaine était en mission de routine, la recherche de passeurs de drogue, quand il a soudain enregistré la présence d'une série d'objets non identifiés, 11 au total. Les détecteurs à infrarouge de l'avion signalaient de forts points lumineux, mais ne montraient ni détail ni structure. L'équipage a scruté l'horizon à la recherche des ovnis censés voler à côté de l'appareil, mais il ne voyait rien d'autre que le signal infrarouge d'une puissante source de chaleur. Les contrôleurs aériens n'ont constaté aucune anomalie sur leurs écrans radars. L'avion a fini par atterrir, laissant perplexes l'équipage, les aiguilleurs et l'armée. Nous étudierons plus en détail cette rencontre rapprochée du premier type un peu plus tard. Revenons à nos catégories. Les rencontres du deuxième type impliquent l'apparition d'un ovni accompagné des traces physiques de son passage. Beaucoup croient que les célèbres cercles de culture en font partie. Les témoins parlent d'effrayantes boules de feu au-dessus de champs de blé. Plus tard, on y retrouve des dessins spectaculaires formés par des tiges couchées au sol.
Récemment, au Mexique, d'étranges compositions circulaires apparues dans l'herbe ont ainsi été associées à des visites d'ovnis. Viennent ensuite les fameuses rencontres du troisième type. Il s'agit d'un contact véritable, souvent une communication télépathique avec des extraterrestres. Le degré ultime est la rencontre rapprochée du quatrième type, l'enlèvement par des aliens. Quand je suis revenu à moi, j'étais sur une table d'opération. J'étais sur une table. Dès les premiers temps, Hollywood s'est emparé de l'idée des brutes aux yeux globuleux venus d'ailleurs qui martyrisaient les humains. Mais pour ceux qui croient avoir réellement vécu un enlèvement extraterrestre, il n'y a rien de plus terrifiant. Ils sont affreux, vraiment repoussants. Parfois, j'aimerais pouvoir me dire que tout ça n'est qu'un rêve, que rien ne m'est arrivé. Mais ça m'arrive encore. J'ai été enlevée plusieurs fois dans mon enfance, à un très jeune âge. Ça commence au berceau et ça finit dans la tombe. C'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous êtes intégré dans leur programme, c'est pour la vie. Pam est une patiente du professeur David Jacobs qui aide les victimes supposées d'enlèvement à recouvrer la mémoire grâce à l'hypnose. C'est un sujet d'étude en marge de la marge. Pour un universitaire, ce n'est pas vraiment un bon plan de carrière. Mais on a rarement dans sa vie l'occasion de participer à la compréhension d'un phénomène aux implications aussi énormes. Le professeur Jacobs estime qu'au moins 5 millions d'Américains ont été enlevés par des aliens. Il a entendu les récits de centaines de témoins, tous quasiment identiques. Je suis en train de dormir. Je sens que tout est immobile dans la chambre. Parfois, j'ai une sensation de netteté. Je ne sais pas le décrire autrement. Mais l'atmosphère change. Puis j'entends un bourdonnement, une espèce de comme ça, en continu. Ensuite, je vois une lumière et je distingue des silhouettes. Les sujets disent aussi être incapables de bouger, comme paralysés. Soudain, quelqu'un ou quelque chose s'approche d'eux et les fait léviter. Souvent, ils volent à travers une fenêtre fermée. Ils se retrouvent dans un vaisseau spatial, parmi d'autres victimes, et ils attendent leur sort. Ce qui se passe alors est épouvantable. Mais avant d'entendre la suite de l'horrible expérience de Pam, il serait bon de mettre en garde ceux d'entre vous qui croient avoir été enlevés et qui seraient tentés d'aller voir un thérapeute pour retrouver des souvenirs enfouis par le biais de l'hypnose et de la suggestion. Êtes-vous sûr de vouloir vous en souvenir? C'est vraiment dangereux. Souvent, ils hurlent, ils pleurent, ils se roulent par terre. Ce qui ressort dans les séances d'hypnose est très concret pour eux. Le docteur Susan Clancy, psychologue spécialiste de la mémoire, étudie les victimes d'enlèvements extraterrestres depuis 6 ans. D'après elle, les séances ne servent pas à retrouver des souvenirs, mais à en créer. Toutes les victimes avec lesquelles j'ai travaillé ont obtenu leurs souvenirs par hypnose ou par ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Je ne connais personne qui se soit souvenu spontanément d'avoir été kidnappé par des aliens. Les victimes paraissent souvent rationnelles et équilibrées. La plupart ont tout à fait conscience que leurs histoires sont invraisemblables. Mais comme elles le disent elles-mêmes, pourquoi voudraient-elles se rappeler des événements aussi pénibles? Pour répondre à cette question, nous allons plonger dans le psychisme humain et trouver des solutions biologiques surprenantes. Nous réexaminerons aussi les étonnantes images infrarouges enregistrées par l'armée de l'air mexicaine afin de chercher une explication rationnelle. Mais commençons par le début. D'où vient cette obsession pour les ovnis? Cela n'a sans doute rien d'étonnant. L'observation des vaisseaux spatiaux s'est développée à l'époque moderne pendant les premières années de la guerre froide. Les yeux rivés vers le ciel, chacun guettait avions espions et missiles en approche. Mais l'événement qui a déclenché les passions s'est déroulé en juin 1947.
Kenneth Arnold pilotait son avion privé au-dessus de la chaîne des Cascades dans l'ouest des États-Unis. Il a aperçu au loin un vif éclair blanc-bleu. Apparemment, il a alors vu des objets non identifiés zigzaguer entre les sommets, à une vitesse prodigieuse et avec une agilité incroyable. Kenneth Arnold a raconté cette histoire à un journaliste, et l'engouement pour les soucoupes volantes a décollé. La même année a eu lieu l'incident le plus marquant de l'histoire des ovnis. Il hante toujours les esprits, résumé en un mot que les convaincus prononcent avec vénération et les sceptiques avec agacement, Roswell. Des débris bizarres ont été retrouvés dans un ranch aux environs de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, près d'un terrain d'aviation de l'armée américaine. Le lendemain, un journal local a révélé l'information annonçant avec certitude que les militaires avaient mis la main sur un vaisseau extraterrestre. L'armée a rapidement démenti, disant que les débris provenaient d'un ballon-sonde météorologique. Mais le mal était fait, d'autant que les militaires semblaient effectivement avoir un secret à cacher. Il pourrait s'agir en fait d'un ballon espion expérimental. Une nouvelle ère était née. Depuis, des milliers d'ovnis auraient été vus et les thèses de complot les plus folles ont été élaborées. Il existe même des photos et des vidéos à n'en plus finir, même si elles ne sont pas toujours très convaincantes. Dans les annales des apparitions d'ovnis, peu de journées ont été aussi prolifiques que celle où la nuit est tombée à midi sur la ville de Mexico. Ils ont alors été des dizaines à filmer sans le savoir une chose venue d'ailleurs. Le 11 juillet 1991, une éclipse totale du soleil a assombri le ciel de Mexico. Des centaines de gens ont pointé leur caméscope sur ce phénomène. Pour l'ufologue Guillermo Arreguín, c'était un spectacle extraordinaire. Je suis monté sur le toit de l'immeuble pour filmer cet événement. J'ai vu une lumière qui brillait dans le ciel, alors j'ai fait le point dessus avec ma caméra. J'ai compris que j'étais en train de filmer un ovni qui se balançait. Ce n'était pas une planète ou une étoile. Guillermo Arreguín n'est pas le seul à avoir enregistré de telles images. Sergio Fuentes observait l'éclipse avec sa famille quand il a lui aussi tourné l'objectif vers le ciel. Ma femme et mes enfants me disaient que je ne devais pas regarder le soleil directement sans protéger mes yeux. Je les ai écoutés tout en essayant de continuer à filmer tout ce qui se passait. Je tenais le caméscope fermement pour qu'il reste sur le soleil. Plus tard, en visionnant la cassette, Sergio Fuentes a découvert avec stupeur qu'il avait filmé un ovni. Pendant les jours qui ont suivi, de nombreuses personnes ont signalé la soucoupe volante et les médias se sont emparés de l'affaire. Journaliste d'investigation connu dans tout le pays, Jaime Maussan a présenté une émission de télévision de 10 heures sur le sujet, avec une discussion autour de ses visions. Il a demandé aux téléspectateurs de revoir les images qu'ils avaient tournées avec leur caméscope. Quand j'ai présenté cette émission, beaucoup de gens ont appelé pour dire qu'ils l'avaient vue. On voit nettement un objet brillant à l'aspect métallique et une ombre noire au-dessous. Une espèce de grand disque argenté. Nous pensons qu'il ne s'agit ni d'une étoile, ni d'un problème technique d'une distorsion créée par la caméra. Cette vidéo prouve que les ovnis existent réellement. Ma vie a complètement changé depuis ce jour-là, parce que maintenant, les gens veulent que je leur parle d'ovnis avant toute chose. Mais d'autres ne sont pas aussi bouleversés par ces prétendues preuves. Écrivain et sceptique, Mario Mendez Acosta s'est opposé à Jaime Maussan dans le débat sur l'OVNI aperçu pendant l'éclipse de 1991. Selon lui, l'obsession nationale tient plus à la personnalité du journaliste qu'à d'éventuels visiteurs de l'espace. Imaginez que le présentateur de journal télévisé le plus populaire du pays se mette soudain à croire fermement aux ovnis. Je crois que chez vous, on l'aurait renvoyé.
C'est la futilité totale de toute cette histoire qui est la plus consternante, non? Consternant ou non, aujourd'hui encore, Jaime Maussan continue d'animer une émission hebdomadaire et ses fidèles téléspectateurs lui envoient toujours des images d'ovnis présumées. Le peuple mexicain a accepté ce phénomène et il a été capable de fournir plus de preuves que n'importe quel autre pays dans le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Mexique se trouve maintenant au cœur de la recherche sur les ovnis. C'est l'endroit idéal pour observer des choses douteuses dans le ciel. Des groupes d'ufologues amateurs passent régulièrement des nuits blanches à essayer d'entrer en contact avec les lumières du firmament par la méditation ou l'envoi de signaux lumineux. La vérité sur les ovnis du Mexique est ailleurs, mais peut-être plus près que les étoiles. Elle pourrait bien se trouver à Stockholm. Astronome et photographe, Tom Callan produit un spectacle au planétarium du Muséum d'histoire naturelle de Suède. Peu de gens savent lire la voûte céleste aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas les constellations de base. Alors quand ils voient quelque chose d'inhabituel qu'ils ne comprennent pas, ils en tirent des conclusions hâtives. Cette drôle de lumière, c'est une forme de vie intelligente, peut-être des aliens qui pilotent une espèce de véhicule. Ils ne pensent pas une seconde que ça pourrait être un météore ou un satellite. Pour Tom Callan, les témoins de l'éclipse sur Mexico ont bien vu quelque chose de spectaculaire, d'extraterrestre au sens propre, mais pas forcément contrôlé par des forces surnaturelles. Dans les images de Mexico, le ciel est assombri par l'éclipse qui a commencé. On voit quelques nuages, puis la caméra zoome sur cet objet. Un logiciel vendu dans le commerce permet d'établir un graphique du ciel à n'importe quelle date et depuis n'importe quel point de la planète. Tom Callan s'en sert pour recréer les événements survenus à Mexico en ce jour fatidique. Voilà le Soleil sur le point d'être éclipsé par la Lune. Avec le logiciel, je vais accélérer le temps pour avancer 30 fois plus vite que la vitesse normale et vous verrez ce qui s'est passé pendant l'éclipse. L'ordinateur simule le passage de la Lune devant le Soleil. Le ciel s'obscurcit et plusieurs corps célestes se mettent à briller. À l'endroit exact où les gens ont filmé l'OVNI, bingo, un objet particulièrement lumineux apparaît. Ici, on voit très nettement la planète Vénus. Je mettrai ma main à couper que c'est ça l'objet que les Mexicains ont filmé ce jour-là. Vénus, la deuxième planète après le Soleil, est aussi le point le plus brillant dans le ciel après le Soleil et la Lune. Mais pourquoi ressemble-t-elle tant à l'image floue d'un vaisseau extraterrestre ? Tom Callan pense que c'est la caméra, en voulant faire le point sur un objet très brillant, mais très lointain, qui a créé l'effet d'une soucoupe en 3 dimensions. Voici Vénus dans le ciel, ça ressemble vraiment à l'image agrandie d'une planète. Maintenant, voici un très gros plan. Cette image a été considérablement ralentie et on voit que le mouvement de la caméra crée certains effets. Cette ligne noire n'est pas une ombre. Ce qu'on voit là, c'est un effet de la caméra. Ça donne juste un côté mystérieux à un corps céleste parfaitement ordinaire. Mais pas si vite. Tous les ovnis aperçus au Mexique ne peuvent pas être des corps célestes parfaitement ordinaires. Prenez par exemple cet objet étonnant qui plane près d'un volcan en activité, le Popocatépetl. Ce n'est manifestement ni une planète, ni une étoile. Et il ne bouge pas comme un avion. Il a été filmé par un architecte, Mario Ramirez, qui habite au pied du volcan. Comme beaucoup de ses concitoyens, il pense que l'activité volcanique attire les ovnis au Mexique. Il dit même avoir vu toute une flotte de vaisseaux entrer dans le cratère en 1988. J'ai vu une soucoupe gigantesque d'environ 300 mètres de diamètre. Il y avait beaucoup de lumière et de hublots dessus. Elle tournait sur elle-même, puis elle s'est dirigée vers le volcan. Je les ai vus entrer et sortir par groupes de 30. Ils volaient à une vitesse incroyable vers l'espace. Ils vivent au cœur du volcan. En 2000, Mario Ramirez étudiait une formation rocheuse près du volcan.
Il pensait que c'était une sorte de manuel d'astronomie antique. Soudain, quelque chose a attiré son attention. J'étais ici, devant le rocher. J'observais le Popocatépetl et j'ai vu un éclair. Je me suis dépêché d'installer mon caméscope en me demandant ce qui pouvait provoquer un éclair au-dessus de la montagne. Les images que l'architecte a enregistrées semblent montrer un objet flotter au-dessus de la montagne, au loin. J'ai levé les yeux et j'ai vu un ovni au milieu des nuages. J'ai cru qu'il cherchait à communiquer avec moi. L'objet reste dans les airs pendant près de 2 minutes avant de disparaître derrière le sommet. Qu'en pense notre rabat-joie, Tom Callen? La vidéo du volcan m'a tout l'air d'être une image agrandie de ce qui est vraisemblablement un gros oiseau. Si l'on regarde bien, il semble battre des ailes. Ou en tout cas, il y a des protubérances qui s'agitent. Ce n'est pas le genre de choses que je m'attends à voir sur un véhicule extraterrestre, quel qu'il soit. Bien sûr, tous les cas d'objets volants non identifiés ne sont pas de simples méprises. Certains sont manifestement des effets spéciaux peu sophistiqués, voire des plats à tarte jetés en l'air. Assez parlé de vidéos. Que peut-on dire des rencontres rapprochées du deuxième type, les cas où les ovnis laisseraient des traces physiques de leur passage? Comme ces empreintes, qui seraient celles d'une soucoupe volante. En septembre 2004, plusieurs ronces sont apparus sur un petit jardin isolé près de Guadalajara. Le propriétaire du terrain a fait appel à un architecte ufologue, Daniel Dominguez, pour que son équipe mène l'enquête. Ils ont passé plusieurs nuits à observer la pelouse et, bien évidemment, une sphère de lumière a surgi. Elle est passée juste au-dessus de nos têtes et son intensité s'est amplifiée. Puis la lumière a diminué et elle a continué sur sa trajectoire. Daniel Dominguez prétend que la lumière a transformé l'herbe comme aucun outil fabriqué par l'homme n'aurait pu le faire. Pendant 4 semaines, son équipe a tracé un plan des cercles et mesuré leur croissance. Elle a aussi prélevé des échantillons de terre pour vérifier la présence de radiation. Dominguez est persuadé que ce sont elles qui ont formé les ronds. Nous avons pris cet échantillon le 17 septembre. Comme vous pouvez le voir, l'herbe est plus verte et plus large que les brins plus anciens. Cela montre qu'elle a été exposée à des radiations. Les preuves que nous avons réunies m'amènent à penser que ces cercles sont le résultat d'une énergie lumineuse produite par un objet qui vient d'au-delà des étoiles. Mais le docteur Laura Guzman envisage une explication plus terre-à-terre. Mycologue à l'université de Guadalajara, elle est pour ainsi dire la reine des champignons au Mexique. Mais quel est le rapport entre les champignons et les ovnis? Voici un gros morceau de mycélium qui pousse sur un morceau de bois ou de racine. Eureka! Du mycélium de champignons. Mais encore... Le mycélium se développe autour d'un point central, formant des ronds, souvent appelés cercles d'effet. Certains champignons tuent l'herbe à l'intérieur de l'anneau, mais d'autres la fertilisent, la rendant plus verte et plus fournie que l'herbe alentour. En particulier s'ils se nourrissent de matière organique en décomposition, comme des racines d'arbres mortes. Ces morceaux de bois stimulent la croissance des champignons. Si l'on trouve parfois un grand nombre de cercles d'effet à un endroit donné, c'est parce qu'il y a du bois sous la terre. Mon opinion de scientifique, c'est que ces ronds sont provoqués par les champignons. Il n'y a pas d'autre explication. Cependant, plusieurs milliers d'espèces de champignons poussent dans la terre et une 50aine seulement produisent des cercles. Afin de vérifier si ce champignon en fait partie, le docteur Guzman rapporte l'échantillon à son laboratoire pour l'examiner au microscope. Elle cherche un signe particulier, une petite saillie sur les cellules du champignon. L'examen confirme ses doutes.
Les cercles d'effet que nous avons vus ont été formés par des champignons. Pourtant, Daniel Dominguez affirme que les ronds proviennent de radiations émises par un ovni. Le docteur Guzman a fait procéder à un test sur l'échantillon. Il n'a révélé aucune élévation du niveau de radiation. Cette rencontre rapprochée du deuxième type s'avère être en fait une rencontre du type champignon. Le Mexique est le théâtre d'innombrables rencontres des premiers, deuxième et troisième types. Bien que le troisième type, le contact avec les extraterrestres, se résume presque toujours à des séances de télépathie et des jeux de lumière avec des lampes torches. Dans ces conditions, le contact est difficile à prouver. Mais curieusement, les Mexicains ne sont presque jamais victimes d'enlèvement, contrairement à leurs voisins américains. Des sondages ont révélé qu'ils sont des millions à dire qu'ils ont été transportés dans un vaisseau spatial où on les a palpés, examinés et parfois inséminés. D'où vient cette différence entre le Nord et le Sud ? Ce genre de croyance est culturel. En théorie, si des extraterrestres enlèvent réellement des terriens, ils n'ont pas de raison de se contenter des Américains. Ils enlèveraient vraisemblablement tout autant des Mexicains, des Brésiliens ou des Portugais. Je serais la femme la plus heureuse au monde si l'on me disait que rien de tout ça n'est vrai, que ça s'explique de telle ou telle façon. Je serais ravie. Malheureusement, ça m'arrive depuis trop longtemps. Mais avant de nous pencher sur le monde terrifiant des enlèvements extraterrestres, revenons à l'étrange incident enregistré par les détecteurs infrarouges d'un avion de l'armée mexicaine. Une dizaine d'objets non identifiés que les militaires n'ont pas su expliquer. Est-ce la preuve irréfutable de la visite des aliens ? Par ce fameux après-midi de mars 2004, une mission de routine a été interrompue par les efforts effrénés de l'équipage pour identifier des objets qui semblaient voler parallèlement à l'appareil. Invisible au radar et à l'œil nu, il n'était révélé que par les détecteurs infrarouges. L'armée mexicaine a rendu public l'enregistrement infrarouge de cette rencontre paranormale. La nouvelle a fait sensation. Le capitaine Alejandro Franz, membre du groupe mexicain de recherche sur les ovnis Halcyon, a décidé de mener une enquête privée. Il est à la fois convaincu et sceptique. Il pense que des ovnis sont bienvenus sur Terre, mais que les chercheurs doivent exclure toute autre explication avant d'arriver à cette conclusion. J'enquête sur ces phénomènes parce que, dans presque 90% des cas, ce ne sont pas des ovnis. Ce sont des objets fabriqués par l'homme, des planètes, des astéroïdes ou bien d'autres choses que l'on peut tout à fait identifier. Pilote de formation, le capitaine Franz veut reproduire le vol de l'avion militaire. Puis, à l'endroit où l'appareil a croisé les ovnis, il effectuera un virage dans leur direction. Il pense que les objets en question sont peut-être toujours là. L'avion décolle de Villahermosa et monte à 3350 mètres, cap à l'est. Nous sommes maintenant à la même altitude que l'avion militaire ce jour-là. Nous devons rejoindre la trajectoire de l'appareil vers l'est et continuer de la suivre jusqu'au degré 89 de longitude ouest pour nous mettre dans la même position que lui. L'avion du capitaine Franz atteint le premier point de contact avec les ovnis. Il dit alors au pilote de prendre le cap nord-ouest, dans la direction indiquée ce jour-là par la caméra infrarouge. Il a déjà vu des lumières dans cette zone et il pense savoir exactement ce que les militaires ont détecté. J'ai survolé le golfe du Mexique de long en large des centaines de fois. Ces lumières sont visibles tout au long de l'année, même à la nuit tombée parfois. N'importe quel pilote les distingue par temps clair quand la visibilité est bonne. On peut les voir jusqu'à 230, 240 km de distance. À environ 100 km au large de la côte et 150 km du dernier point de contact, le capitaine Franz trouve ce qu'il cherchait. Le gigantesque champ pétrolier offshore de Cantarell. Même à 4500 mètres d'altitude, le complexe paraît immense. Les plateformes de forage peuvent atteindre la hauteur d'un immeuble de 40 étages. Les flammes, qui peuvent monter à quelques centaines de mètres,
proviennent de l'excédent de gaz brûlé pour diminuer la pression dans les puits. C'est bien là. Je suis content parce que ça confirme ma théorie. Cette partie de l'enquête est terminée et ça m'encourage à continuer mes investigations. Le capitaine Franz est persuadé que ces flammes sont à l'origine des lumières prises pour des ovnis. Mais comment ont-elles pu apparaître 150 km plus loin sur le système de surveillance infrarouge d'un avion militaire? Et pourquoi semblaient-elles voler? Jim Seffrin semble avoir la réponse. Formateur aux technologies infrarouges, il a l'habitude de se servir de ce matériel pour étudier les raffineries et les puits de pétrole. D'abord, il n'a pas été établi que ces objets volaient. On pourrait croire en les regardant qu'ils sont en mouvement. En fait, c'est une illusion d'optique créée par les nuages. Ce sont eux qui bougent, pas les objets qui sont derrière eux. Il est probable que nous voyons là une source de chaleur très puissante. Et dans le cas présent, comme ça se passe au-dessus de l'océan, cette chaleur se reflète sur la surface de l'eau. Ça pourrait être une flamme avec de la fumée ou juste la flamme. J'aimerais croire que les ovnis existent, mais je n'en vois pas la preuve ici. Réfuter la présence de vaisseaux spatiaux sur des images vidéo ou infrarouges, froides et impersonnelles, est une chose. Dédaigner le témoignage d'un contact direct avec des aliens en est une autre. Surtout s'il s'agit d'un contact brutal, aux conséquences inquiétantes. Que penser des gens qui ont le souvenir très net d'avoir été enlevés et soumis à des expériences médicales pour le moins bizarres? Si ces enlèvements ont bien lieu, et les adeptes prétendent que des millions de personnes en montrent les signes, alors la menace qui pèse sur nous est bien pire que tout ce que les humains ont pu imaginer. Mais est-ce que tout cela est bien réel? Depuis une cinquantaine d'années, des milliers de gens ont signalé leur kidnapping par des extraterrestres. Mais d'après David Jacobs, partisan de cette thèse, ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Il se fonde sur une étude à laquelle il a participé en 1992. Quand vous demandez aux gens s'ils ont été enlevés par des aliens, environ 1 million répondent oui. Mais la plupart des gens ne savent pas que ça leur est arrivé parce qu'ils oublient cette expérience dès leur retour sur Terre. Apparemment, les extraterrestres tentent d'effacer les souvenirs de l'enlèvement dans la mémoire des victimes. Mais ils ne sont que partiellement refoulés. Le professeur Jacobs pense que l'hypnose permet de les libérer. Certaines personnes se rappellent des bribes, des moments, voire l'enlèvement dans sa totalité. Même si nous ne comprenons pas pourquoi, l'hypnose ouvre les vannes, en quelque sorte. Soudain, la mémoire à long terme revient, et des souvenirs refont surface, bizarrement pour la première fois. Pour eux, le seul moyen de se remémorer cette expérience, c'est de se relaxer et de se concentrer. Ça demande un certain état psychologique. Les souvenirs des différentes victimes sont étonnamment proches. L'exemple de Pam est typique. Elle se réveille dans son lit, paralysée. Des petits êtres gris l'emmènent dans leur vaisseau, où elle retrouve d'autres victimes dans une salle d'attente. Souvent, je regarde autour de moi et je me dis que les gens qui attendent avec moi ont l'air complètement dans les vapes. Le professeur Jacob me rétorque qu'ils se disent probablement la même chose en me voyant. Parfois, on leur fait la classe. D'autres fois, il y a des examens physiques ou pire encore. Les petits gris sont juste là pour nous escorter. Ce sont de petits bonshommes avec de très grands yeux. Ils sont tout maigres. Les autres sont pareils, mais en plus grands et plus intellectuels. Généralement, ils commencent par vous fixer du regard pendant un long moment. On ne voit rien d'autre que leurs yeux gigantesques. On se perd dedans. Quelquefois, c'est un déversement d'informations. Sinon, ils vous font des choses sur le corps. Parfois, en plus de ces procédures, ils vous mettent un instrument dans le nez ou dans l'oreille. Et ça peut vous faire très mal. On peut se faire charcuter. Mais il y a encore plus sordide.
On leur prend du sperme ou des ovules, on leur implante des fœtus, on leur en prélève. À mon avis, ce qu'ils font, et ils me le font toujours à mon âge, c'est qu'ils prennent un embryon, qui est en fait un hybride d'eux et de nous. Ils nous l'inséminent pendant 10 semaines environ, puis ils le retirent. Ensuite, ils le mettent dans un bocal. J'ai vu de gros bocaux, j'ai vu où ils les mettaient. Et il y en a des petits qui sont suspendus. Pam n'est pas un cas isolé. Des milliers de gens ont des souvenirs identiques. Ils se réveillent et découvrent leur chambre inondée de lumière. Paralysés et terrifiés, ils sont transportés par lévitation jusqu'à la salle d'examen d'un vaisseau spatial par de petits humanoïdes gris, puis auscultés par un extraterrestre beaucoup plus grand. Comment autant de personnes, qui ne se connaissent pas, peuvent raconter la même histoire, avec les mêmes détails? Cela suggère simplement qu'il existe dans l'inconscient collectif une image commune de la manière dont se déroule un enlèvement extraterrestre. C'est une image fondée sur le cinéma, les séries télévisées, les romans. Dire que si ces gens racontent la même chose, c'est parce qu'ils ont vraiment vécu la même expérience, c'est tout simplement grotesque. Et c'est sans compter la technique employée pour faire ressurgir ces souvenirs, l'hypnose. Pendant longtemps, on l'a considérée comme une porte quasi magique vers la mémoire. Plus récemment, on a découvert que l'hypnose n'aidait pas tant à récupérer des souvenirs qu'à en fabriquer. Sous hypnose, on devient très influençable et prêt à tout pour faire plaisir à l'hypnotiseur. Il suffit d'avoir vu un numéro sur scène pour le savoir. Vous savez ce que je vois là? Cette femme a volé votre canari. Vous devriez le lui demander. Allez lui demander de vous rendre votre canari. Je peux avoir mon canari, s'il vous plaît? Le spectacle peut être divertissant quand il s'agit seulement de s'amuser. Mais dans le cadre d'une thérapie, les conséquences peuvent se révéler désastreuses. Le docteur Susan Clancy travaille depuis 6 ans avec des gens qui se sont rappelés leur enlèvement extraterrestre sous hypnose. Elle est convaincue que ces prétendus souvenirs ont été créés et non recouvrés pendant la thérapie. Des études récentes montrent en effet que les personnes très influençables sont capables de produire n'importe quel souvenir demandé par l'hypnotiseur. Mettez-vous de la crème solaire. Étalez-la bien sur les bras. Protégez votre visage aussi. La vérité, c'est que vous êtes influencé par ce que votre environnement et l'hypnotiseur lui-même vous suggèrent. Enlacez-vous, vous avez froid, vous avez de plus en plus froid. C'est compliqué, parce que vous allez avoir des souvenirs qui paraîtront très réels, et ni vous, ni le thérapeute ne seront capables de déterminer leur exactitude. David Jacobs conteste l'idée qu'il manipule les souvenirs de ses patients. Évidemment, en tant qu'hypnotiseur, je suis conscient de ces problèmes. Et la plupart des gens qui viennent me voir le sont aussi. Ils ne veulent pas être aiguillés ni influencés par la culture populaire. Il faut savoir contrôler ces problèmes, comprendre à quelles difficultés l'hypnotiseur est confronté et mettre au point une méthodologie qui tient compte de tout cela. Et alors, les histoires qu'on entend sont absolument extraordinaires. Les gens qui fréquentent ces thérapeutes le font parce qu'ils pensent avoir été enlevés par des aliens. Ils en sont suffisamment convaincus pour aller voir quelqu'un qui va les conforter dans cette idée. En soi, ça suffit. Mais qu'est-ce qui peut amener des gens à vouloir croire qu'ils ont été kidnappés et maltraités par des extraterrestres? Pour commencer, ils sont peut-être tombés sur une liste de phénomènes associés aux enlèvements extraterrestres, comme on en trouve partout. Par exemple, trous noirs, cauchemars mettant en scène des ovnis, sensations physiques inhabituelles, marques inexpliquées sur le corps, sentiment d'être observé. Mais combien d'êtres humains ordinaires se reconnaissent dans plusieurs de ces phénomènes? Peut-être y a-t-il une explication biologique à tout cela. De nouvelles recherches sur le sommeil apportent une réponse fascinante. J'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil depuis un bout de temps.
Tout à coup, mon corps entier s'est raidi. J'étais toujours conscient, mais je n'arrivais plus à bouger. J'ai senti une présence près de moi, puis j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose à mes pieds. J'ai vu une apparition, comme une vieille femme pâle penchée sur moi, qui me dévisageait. Ça vous rappelle les premiers stades de l'enlèvement extraterrestre? Ce n'est pas un hasard si l'on en croit le docteur Kazuhiko Fukuda, spécialiste du sommeil au Japon. J'aime bien les ovnis et la science-fiction, mais je doute sérieusement que cela existe dans la réalité. La plupart des soi-disant victimes d'enlèvements extraterrestres font la même expérience. Elles se réveillent au milieu de la nuit, se rendent compte qu'elles ne peuvent plus bouger et sentent une présence dans la chambre, une présence extraterrestre. Ces phénomènes s'expliquent tous par la paralysie du sommeil. Depuis plusieurs années, le docteur Fukuda, psychophysiologiste à l'université de Fukushima, étudie ce trouble du sommeil. Au Japon, il est couramment désigné par le terme kanashibari, qui signifie prisonnier du métal, une référence à la terrifiante impression d'immobilité qu'il entraîne. Il survient pendant la phase de sommeil paradoxal, celle où l'on rêve. Notre cerveau neutralise alors temporairement notre capacité à bouger, afin que nous ne risquions pas de mettre en scène nos rêves et de nous faire mal. Le cerveau est une machine ingénieuse. Mais s'il ne parvient pas à se rebrancher au moment où l'on émerge du sommeil, on se réveille avec la sensation d'être paralysé. Dans son laboratoire de sommeil à l'université, le docteur Fukuda tente de reproduire la paralysie du sommeil. Il pose des électrodes sur le crâne des sujets pour contrôler l'activité du cerveau pendant le sommeil. On remarque une grande différence entre les ondes cérébrales d'un sujet qui rêve pendant un sommeil paradoxal normal et celle d'un sujet en état de kanashibari. Nous avons constaté que l'état de kanashibari pendant le sommeil paradoxal se rapprochait beaucoup de l'état de veille. Donc, une personne qui fait l'expérience de la paralysie du sommeil croit être éveillée. Quand les sujets atteignent le bon stade du sommeil paradoxal, quelque part entre les rêves et l'éveil, le docteur Fukuda les interrompt. Il leur demande alors ce qu'ils ont ressenti juste avant de se réveiller. Beaucoup disent qu'ils étaient en train de rêver, et certains décrivent une expérience compatible avec la paralysie du sommeil. Mes mains ne bougeaient plus, j'avais l'impression d'être paralysée. Il y a des gens qui ont des hallucinations. Par exemple, ils sentent un poids sur leur poitrine ou sur leur estomac. Ils ouvrent les yeux et ils voient quelque chose assis sur eux ou debout à leurs pieds. Certains entendent des sons étranges ou ils ont parfois l'impression de flotter. Le docteur Clancy trouve les recherches du docteur Fukuda plus que convaincantes. En 6 ans d'études, chacun de ces sujets est arrivé à la conclusion qu'il avait été enlevé après avoir décrit une expérience comparable à celle de la paralysie du sommeil. Vous vous réveillez en pleine nuit, incapable de bouger. Alors vous croyez être paralysé, mais vous voyez et vous entendez tout ce qui se passe. Les gens disent avoir aperçu des silhouettes indistinctes dans la chambre ou avoir eu l'impression de léviter. L'activité onirique se poursuit en quelque sorte dans votre phase d'éveil et vous avez l'impression que ce dont vous rêviez existe réellement et c'est là, dans votre chambre. Comme le remarquent les docteurs Clancy et Fukuda, l'interprétation des phénomènes de la paralysie du sommeil reflète la culture des personnes concernées. Le kanashibari est bien connu au Japon. Au XVIIIe siècle, les Anglais craignaient un démon qui attaquait les femmes dans leur lit, alors qu'elles n'arrivaient pas à bouger. À Terre-Neuve, ce trouble est décrit comme une horrible vieille sorcière appelée Old Hag, qui s'assoit sur le buste du dormeur. En Chine, on le connaît depuis des siècles sous le nom d'oppression des fantômes. À Zanzibar, c'est un démon appelé Popobawa. Pour les Américains d'aujourd'hui, qui baignent dans une culture obsédée par les ovnis, il est sans doute naturel d'interpréter une paralysie du sommeil comme un enlèvement extraterrestre. Mais la question reste posée, qu'a-t-on à gagner à croire à quelque chose d'aussi terrifiant ?
Ce dont on parle peu, ce sont les énormes avantages qu'il y a à en tirer. L'idée qu'il existe quelque chose qui nous dépasse, une technologie supérieure dans l'univers. Ça aide les gens à relativiser leur existence, leur raison de vivre et le monde qui nous entoure. C'est un point très positif que les chercheurs dans ce domaine ont négligé jusqu'à présent. Ils restent sourds aux avantages que l'on peut tirer de ces expériences. Les rencontres rapprochées de tout type semblent de plus en plus fréquentes comme une véritable épidémie. Mais cela veut-il dire qu'elles sont authentiques? Si les extraterrestres tiennent tant à être vus, pourquoi n'atterrissent-ils pas sur la Maison-Blanche ou au Vatican? Si au contraire ils ne veulent pas que l'on connaisse leur existence, n'ont-ils pas les moyens de se cacher? Leur technique pour effacer les mémoires ne devrait-elle pas être invulnérable à nos méthodes primitives d'hypnose? Cela dit, comment autant de gens pourraient-ils se tromper? Leur programme a un objectif qui, d'après ce que l'on sait, est l'intégration dans la société humaine. Pas nécessairement par les petits gris, mais par des hybrides à l'apparence humaine. Et si ces créatures étaient réelles? Si toutes ces vidéos montraient que notre planète est sous surveillance? On a vraiment intérêt à garder l'esprit ouvert. Le manque évident de preuves m'amène à penser que les gens qui croient aux ovnis et aux enlèvements extraterrestres sont influencés par la culture. C'est psychologique. Ils ne sont pas là-haut, mais là-dedans. À vous de trancher maintenant. Mais n'oubliez pas ce petit conseil hérité de siècles de civilisation. Ne cherchez pas midi à 14h. S'il existe une explication rationnelle, pourquoi faire appel au surnaturel ?